On a une semaine moins les week-ends où ça fait 5 jours, moins le mercredi parce que moi j'ai des enfants, ça fait 4 jours. Sur les 4 jours, je suis opérationnel à partir de 9h jusqu'à 16h. Pendant ce créneau-là, je peux mettre des actions en place. Peu d'heures pour développer son business, ça te demande de la discipline. Donc j'ai vu c'était les mauvais clients. Donc, le premier où t'arrives, c'est ça, tu fais la presta, la personne vient sans moyen de paiement, essaie de te gratter le truc et tout, t'es obligé d'aller chez elle pour avoir un chèque, encore tu vois, si tu l'encaisses pas avant un mois, machin et tout, enfin donc le truc compliqué pour ta première vraie presta. Un an et un jour s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Essayer vraiment de gratter sur un peu tout, notamment sur les droits à l'image, mes droits d'auteur, etc. Enfin, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à me défendre mon travail plutôt qu'à prendre des photos. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizon Podcast. Aujourd'hui, dans l'émission, ça va être un format un peu différent. Pour Noël, on a sorti un épisode où on a présenté l'équipe. Seulement, ça a bien changé et donc là, on s'est dit que ça pouvait être bien de refaire un nouvel épisode en présentant tous les membres de l'équipe. Je n'ai pas un seul invité, j'en ai 3. Donc Florian qui est le social media manager du podcast, Lucie qui est la photographe et Arthur qui est vidéaste. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça permet de faire grandir la communauté et nous, ça nous permet de vous sortir de meilleurs épisodes. Vous pouvez utiliser les commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, tous les commentaires et on essaie de répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez présenter votre activité, montrer un peu vos services, vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse email qui s'affiche ou scanner le QR code afin de nous contacter. Merci à tous d'être présents. Alors l'idée de l'épisode, c'est de faire un petit tour de table, savoir un peu qui vous êtes, parce que jusqu'à présent, on vous connaît pas énormément. Vous êtes les personnes de l'ombre. Pour commencer, ça serait bien que chacun se présente un peu. Est-ce que on peut commencer par toi, Florian ? Si tu veux. Ok. C'est vrai que donc, pour ceux qui nous suivent, on a fait l'épisode de Noël où on a présenté notre activité, mais dans le cadre d'Horizon Podcast. C'est vrai qu'on est tous des entrepreneurs avec une activité à part. Donc on te remercie, va te donner l'opportunité de parler un petit peu de ce qu'on fait aussi en dehors. Donc moi c'est Florian, je suis le social media manager d'Horizon Podcast. Et à côté de ça, j'accompagne les entrepreneurs et les indépendants, tout ce qui va être les structures à taille humaine, à être visibles sur le web, à comprendre les enjeux de communication pour devenir autonome. Moi je veux pas être un énième prestataire qui fait à la place d'eux. Le but c'est vraiment de garder une dimension de pédagogie, de transmission des clés de compréhension pour que les personnes puissent devenir autonomes sur leur communication dans les grandes bases, que ce soit au niveau des visuels, au niveau des réseaux sociaux, comment ça s'utilise, voilà, comment tu communiques sur des réseaux, comment tu trouves ton public. Parfois, quand tu as besoin de construire une communauté, comment ça se passe aussi. J'accompagne sur les ads, donc tout ce qui va être les sponsorisés, donc tout le contenu que tu payes pour mettre en avant. Le business model des grandes plateformes, que ce soit LinkedIn, Meta, Google, etc., c'est le paramétrage automatique, de tabler sur les personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement et dire je fais pour toi, donc file-moi la thune, etc. Sauf que tu as un petit retour sur investissement, parce que c'est leur business model, ils vivent de ça. Donc le but, c'est d'apprendre aux gens comment ça se travaille, comment tu peux le paramétrer pour un meilleur retour sur investissement sans dépenser toute ta thune pour les grandes plateformes. Et j'interviens également dans le grand domaine du SEO, donc le référencement, ta place sur Google. Parce que généralement, les gens, quand tu leur dis, ouais, ok, tu travailles ta présence, mais où est-ce que tu apparais sur Google ? Alors déjà, les gens, ils tirent un peu la gueule, je sais pas, je sais que quand je tape mon entreprise, je suis en 8e page, sauf que les gens, ils ne connaissent pas ni ton nom propre, ni ton entreprise. Pour te trouver, c'est avec les mots-clés que tu vas renseigner sur ton activité, avec tout le texte que tu vas fournir, la cohérence sur les différentes plateformes. Donc en gros, j'apprends aux gens à démystifier un petit peu tout ça, parce que ça paraît nébuleux, mais en vrai, quand tu connais comment ça fonctionne, comment ça se travaille, comment fonctionnent un petit peu les algorithmes, ce qu'ils vont regarder précisément pour te donner un indice de confiance, c'est là où tu sais ce que tu dois faire, tu as un plan d'action clair. Tu sais déléguer intelligemment quand tu as besoin, parce que du coup le but aussi par la suite, quand tu as de la trésorerie, si tu n'as plus envie de faire toi-même, c'est de pouvoir déléguer mais en bonne intelligence, et de repérer aussi les gens qui vont peut-être être un peu frauduleux, parce qu'il y a toujours des gens qui disent il ne comprend rien, je vais gonfler le devis. Donc quand tu as un regard critique, tu sais où tu vas et tu sais qui choisir. Donc j'accompagne les gens là-dessus, donc à travers du coaching, à travers du conseil, de la réalisation concrète, un accompagnement de A à Z. Merci. Merci. Tu viens de faire du Arthur. Tu as répondu à 5 questions qu'Anthony voulait te poser. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, voilà. Vous avez fait ça, les bon, bien, mais je m'en vais. Merci, c'était bien. Efficace. Du coup, on va continuer par toi, Lucie. Alors, Lucie, je le rappelle, c'est la photographe. On va vous mettre en quelques photos qu'elle a mis
qu'elle a fait sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Lucie, je suis photographe plasticienne, donc c'est-à-dire que je viens en fait des arts plastiques. Dans les photos que je réalise, je travaille sur la relation entre le corps, le langage et l'écriture. Au-delà de cet aspect créatif, on va dire, j'accompagne les entreprises et les individus dans leur image sur le web, sur les réseaux sociaux. Et on passe à notre vidéaste Arthur. Bonjour, Arthur, 34 ans, marié, 2 enfants, à la recherche de l'amour. Non, je suis marié, pardon. Arthur, je suis vidéaste. J'ai fondé ATV Productions et j'accompagne les entreprises et les artisans à intégrer la vidéo dans leur communication, soit avec de la création de contenu, ou alors avec des prestations one-shot. Spécialiste dans le BTP, comme j'ai fait 8 ans du coup sur chantier, et en termes de communication secteur, il n'y a pas forcément beaucoup de choses, et pourtant il y a beaucoup de choses à prendre et à faire. Donc voilà, quand j'en ai marre le week-end de ma femme et mes enfants, et ben je pars dans les mariages. Je pars dans les mariages, m'amuser. Exactement. Ok, alors pour revenir un peu dans votre passé, quel était un peu votre parcours en termes d'expérience ou en termes de travail ou quoi que ce soit? Alors moi, la communication digitale, c'est une reconversion à la base. J'ai un parcours en archéologie. Je voulais être enseignant-chercheur. Les débouchés sont très rares en France. C'est très compliqué de pouvoir vivre de ce milieu-là. Donc j'ai fait des petits boulots, des vacations pour rester dans la fonction publique, pour être professeur vacataire. Donc je travaillais aux impôts, j'ai travaillé du coup à la Sécu pendant le Covid, donc une période très très marrante. Donc voilà, j'ai essayé de rester un petit peu dans le giron de la fonction publique en attendant d'une opportunité. Je postulais du coup à tous les postes d'enseignement qui se présentaient, en public, privé, etc. Et c'était quelle matière du coup que tu faisais? Histoire géo, du coup, Histoire en géo. rapport du coup, avec le master en archéo. Donc, sachant que oui, tu peux postuler que là où tu as un diplôme qui soit équivalent. Parce que sinon, tu passes de l'archéologie en mathématiques. oui, Allez. non, là, ça aurait pas été pour moi, clairement. donc j'ai essayé de rester dans ce domaine-là, sauf que on manque de profs partout. Tu n'es jamais appelé, même quand tu postules. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne au final dans la fonction publique. Tu manques de profs partout, mais tu n'es jamais appelé. Tu n'es jamais appelé. Tu as une plateforme qui est dédiée pour ça pour postuler. Tu es inscrit, tu postules du coup même à toutes les offres que tu vois où il y a des besoins. Tu n'es jamais rappelé. Donc, on va comprendre. Donc, au bout d'un moment, les années passent. Tu te dis, on va pas s'acharner non plus. Donc, une réorientation, ça s'imposait. Moi, le multimédia, du coup, le numérique, c'est ma deuxième passion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas allier, du coup, tout ce qui est côté réseaux sociaux, communication, en faire, du coup, un vrai domaine d'activité. Donc, je me suis formé chez Amigraph. Okay. Donc, sur ce métier-là. Au début, je voulais faire mes armes dans une entreprise en disant je vais prendre un petit peu d'expérience, etc. Avec les stages que j'ai faits, au final, je me suis rendu compte que dans les grosses structures, tu as des cercles de validation à rallonge pour des conneries, pour des mots qu'une telle personne trouve connotés, ça passe par 6 personnes. Parce que monsieur est à la réunion, mais il n'est pas d'accord parce que c'est pas lui qui dirige le projet, que telle personne n'a rien à dire sur la couleur du truc. Au final, tu as des retards qui s'accumulent de 1 semaine sur des postes pour des bêtises. Quand tu as plusieurs personnes à quand valider. tout le monde donne son avis, c'est très compliqué. Je me suis dit non, j'en ai marre de ça, je vais être en direct avec le client. Pour moi, du coup, pour répondre au plus près des besoins, que du coup on travaille vraiment en direct sur quelque chose de concret et on ne perd pas de temps. Et je me suis dit, allez, c'est bon banco, je lance mon entreprise. T'as lancé quand? En 2024, octobre 2024, donc j'ai créé Overlord de création. J'ai eu une opération qui s'est mal passée en fin d'année, donc la rémission était un petit peu longue. Donc j'ai vraiment commencé en janvier-février 2025. Donc là, au moment où on tourne, on arrive du coup au 1 an d'entreprise. Ça se passe bien. Joyeux anniversaire. Merci. Ça commence à prendre. Du coup, ça a été du coup 1 an à semer un petit peu à des graines pour essayer de se faire connaître, de trouver des clients, d'affiner du coup sa présentation, de redéfinir un petit peu mon offre. Parce qu'au début, je propose aussi du graphisme. Je suis pas graphiste de formation. Il y a des gens qui font ça mieux que moi, du coup, de manière poussée, qui travaillent vraiment le fond. Donc là, je fais plutôt de la recommandation vers des personnes qui sont vraiment compétentes dans ce domaine-là et pour réorienter vraiment mon offre sur la com en tant que telle. D'accord, ok. Lucie, pour toi, quel était un peu ton passé, ton parcours? Alors moi, j'ai suivi des études aux Beaux-Arts à Tourcoing pendant 5 ans. Et ensuite, j'avais un stress et une image du milieu de la culture qui a fait que je me suis tout de suite réorientée vers le textile. Donc là, j'ai travaillé en tant que styliste modéliste pour plusieurs marques dans le nord de la France. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est quand même un territoire où il y a beaucoup d'entreprises du textile. Et ça m'a permis d'expérimenter différentes tailles d'entreprises et de me dire, en fait, ce n'est pas forcément ce qui me convient. De répondre soit en plus petite structure à une charge de travail qui est très très conséquente
avec finalement peu de retour sur la productivité. Ou alors en grande entreprise, le fait d'avoir énormément de partenaires ou de personnes qui interviennent sur les mêmes projets, ça prend beaucoup de temps. Ouais, comme est-ce que tu... un peu comme je te rejoins. comme parlait Florian. Et puis il faut trouver sa place dans ces grandes structures. Et c'est pas forcément simple pour, voilà, avec ma personnalité, avec mes envies et mes besoins. C'était un peu compliqué. En 2024, j'ai décidé de revenir à ce qui me passionnait vraiment, donc l'image. L'image, je me suis cherchée, est-ce que c'est de l'image corporate? Est-ce que c'est du mariage? Est-ce que c'est... je me suis vraiment posé plusieurs fois la question, qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, je suis revenue sur les arts plastiques après ça. Et en même temps, j'aime toujours bien aussi faire de l'humain, comme ici avec le podcast, c'est-à-dire pouvoir mettre en image des personnalités, c'est des rencontres et c'est hyper intéressant. Arthur. La transition, c'est tellement facile, genre. Exactement. Il n'y a aucun travail de... Je suis le maître du jeu. Eh bien, moi, pourquoi la vidéo alors, c'est marrant parce que je regarde à chaque fois la caméra. Il faut que je regarde vous, toi. Ouais. Je suis... Ouais, moi aussi, des fois, je me dis, en fait, il faut que je regarde là, mais après, en même temps. Il faut que ça reste naturel. Et en même temps... Ouais, en même temps, tu parles aux gens, donc aux autres. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je te parle pas parce que tu poses la question. Exactement. Donc, entre là et là, ça va être compliqué. Ouais, mais après, on sera vu de profil, tu vois, si on se fait comme ça. Genre, regarde Lucie, parle-lui, et voilà. Je fais pareil avec tout le monde. Enfin, à tout le monde. Du coup, la question, c'est et moi, pourquoi la vidéo? Oui, c'est ça. Enfin, quel était un peu ton parcours avant? Là, tu as dit que tu étais dans le monde du BTP, mais... Dans le monde du BTP, ouais. Alors, la vidéo me suit depuis pas mal d'années. J'ai démarré comme je pense tout le monde qui veut faire de la vidéo. À l'époque, c'était des petites GoPro. On n'avait pas les téléphones. Enfin, on avait les Exactement. La Team GoPro. Team GoPro. Et j'ai toujours aimé ça, monter, raconter des histoires, oui, mais surtout faire des images. Et j'avais toujours en tête de me dire, bah tiens, je vais plus tard pouvoir en vivre ou pouvoir en faire quelque chose, quoi. Et voilà, c'était loin et c'était pas dans mon état d'esprit à l'heure actuelle. Parce que, on va dire que on est programmé à être salarié, mais pas être indépendant. Du coup, la carte de l'indépendance et de la création d'entreprise, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, connaît pas. Enfin, en tout cas, moi, avant d'être indépendant, je connaissais pas cette vision qu'on pouvait avoir de l'indépendance. Du coup, salarié pendant 8 ans dans le monde du BTP, parce que j'étais très manuel et pas du tout scolaire. Et du coup, sur chantier, à faire les choses de mes mains et avoir des choses avancées, parce que faire quelque chose qui n'avance pas ou je ne vois pas que ça avance, ça m'énerve, je sais pas pour vous. Pareil, je pense. Ouais, je vois. Et, Je vois parfaitement. et du coup, j'avais besoin de faire quelque chose d'un travail manuel, d'où le fait d'avoir été sur chantier. Et t'as fait quoi du coup sur le chantier? Mais très bonne question, Jean-Pierre. Justement, j'allais y répondre. Je travaillais dans la construction bois, donc tout ce qui est ossature bois, charpente, terrasse, du bardage. Je faisais du bardage, je montais des charpentes, de l'ossature bois, etc. Donc visuellement, on voit que ça avance plus les jours passent. Et c'est ça qui était très motivant. Et je me perds dans ce que je raconte en fait. C'est un truc de fou. Pourtant, c'est ta vie, c'est pas la... Ah ouais, je sais, hein, mais je vais te faire un résumé, mais des fois je pars dans les détails. Ouais, c'est parce que moi, de ce que je ressens, j'ai l'impression que tu t'essayes comme s'il y avait un truc où tu te dis, quelque part, tu vas t'auto-censurer avant de le dire, tu sais. Non, mais ça, c'est parce que comme je sais que je suis enregistré, bah, dans ma tête, j'ai un tic-tac, tic-tac, et du coup, tout ce que je dis, c'est analysé. Alors je sais, derrière, on va pouvoir couper et monter, et du coup, je veux apparaître comme quelqu'un de très... Il va nous apprécier. Là, il va kiffer, il va être mort de rire quand on va raconter ça. Mais du coup, je sais que je suis enregistré, du coup, j'ai l'impression qu'il faut... C'est comme si c'était en direct, t'as pas avoir l'erreur. Alors que si, on peut avoir l'erreur, on peut recommencer, si tu veux. Mais mon cerveau me dit le contraire. Et c'est pas évident d'avoir ça. Oui, c'est clair. Du coup, dans le BTP pendant 8 ans, et j'ai créé mon entreprise en 2024. J'ai tenté de la créer en 2020, cumulant du coup CDI plus vidéaste dans le mariage.
sauf que j'ai vite compris que c'était un peu compliqué de gérer les deux. Du coup, je l'avais créé, mais j'avais mis de côté. J'ai dû fermer pour recréer, pour ensuite me lancer officiellement en 2024. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis lancé. Je démarre ma 3e année. Et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Et pour revenir au mariage, parce que j'aime bien prendre du temps et raconter, je me suis marié en 2018. J'ai l'impression de faire un repeat de Noël, c'est un truc de fou. Bref, je me suis marié en 2018 et j'ai voulu absolument avoir un vidéaste pour mon mariage, sauf que ce n'était pas dans les mentalités. Et du coup, on a dû faire une impasse à ce niveau-là. Et c'était mon plus grand regret. Et du coup, je propose aux futurs mariés de pouvoir s'offrir ce merveilleux cadeau qui est quelque chose qui n'a pas de prix, même si c'est un coût, mais ça n'a pas de prix. Et voilà. Si vous voulez regarder l'épisode de Noël, on vous met dans les fiches l'épisode. Comme ça permet d'avoir une première partie de ce que Arthur raconte. Parce que là, on part dans tous les sens. C'est maintenant. Donc, d'après ce que je comprends, vous avez tous commencé en 2024. Notre Cette année. année-là. Oui, c'est ça, 2024 aussi. Meilleur cru. C'est ça. Du coup, là, ça fait déjà 2 ans. Maintenant que ça fait 2 ans qu'on s'est lancé, quelle est la compétence que vous avez appris un peu sur le terrain et que vous mettez en place ? C'est pas tant la compétence, c'est plutôt du coup la réflexion que moi je propose systématiquement de l'accompagnement, donc aider les gens à être autonomes, et je me suis aperçu que tout le monde n'est pas fait pour être autonome. Parce que j'ai eu des clients où ça s'est très bien passé, j'ai fait du coup du coaching, la personne était très satisfaite de ce qu'elle a appris, et après j'ai un retour en disant au final je me rends compte que c'est pas pour moi, je préfère que quelqu'un fasse à ma place, et du coup on s'arrête là. Donc ça c'est quelque chose, je me suis dit, moi qui voulais aider tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas faits ou qui n'ont pas la volonté en fait du coup de faire par eux-mêmes et qui préfèrent déléguer. Donc j'ai dû réorienter un petit peu aussi mon offre là-dessus. Ok. Et moi, je dirais la résilience. Parce qu'en fait, c'est vraiment la compétence que j'ai apprise ces dernières années avec mon auto-entreprise, c'est-à-dire de savoir laisser s'éteindre ce qui doit s'éteindre, accepter qu'on ne peut pas être partout. Il y a des compétences que je n'ai pas et qui sont en inadéquation avec ma personnalité. Et donc, que des fois, les rencontres se passent ou ne se passent pas. Et de l'accepter, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Je ne sais pas si c'est un peu la même chose pour vous, mais je trouve que en tout cas, la plus belle compétence humaine que je trouve, que j'ai apprise en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ça, le fait d'être résilient. Je pense que c'est la discipline. Quand on crée sa boîte, on a une semaine moins les week-ends. Du coup, ça fait 5 jours. Moins le mercredi, parce que moi j'ai des enfants, ça fait 4 jours. Sur les 4 jours, je suis opérationnel à partir de 9h jusqu'à 16h. Pendant ce créneau-là, je peux mettre des actions en place. Entre deux, j'ai mes enfants, du coup, j'essaie de limiter la chose. Et je pense que le fait d'avoir peu d'heures pour développer son business, ça te demande de la discipline, du coup, à savoir tes priorités et pas finir une demi-heure à scroller sur les réseaux parce que tu cherches, etc. Donc je pense que c'est la discipline. C'est quelque chose que tu as mis en place. En Ok. tout cas, que j'essaie de mettre en place parce que c'est pas évident. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai que je me permets de rebondir Bien quand sûr. même. Et je suis assez en phase avec ce que tu dis sur la discipline. Je trouve que finalement, il y a plusieurs choses qui peuvent te l'apprendre, l'auto-entreprise. Mais tu parlais de tes enfants, et c'est vrai que les enfants, ça permet ça aussi. Et c'est une super... je trouve que c'est ce qu'ils apportent de vraiment beau, en fait, à nous en tant qu'adultes. C'est le fait qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps des enfants, en fait. Et ce qui est hyper important et aussi hyper beau dans ce qu'on a envie de partager avec eux. Alors, ça peut être les enfants ou le sport, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent l'amener, mais je trouve que les enfants, c'est vraiment beau. C'est carrément ça. Et ouais, de la discipline et de l'adaptabilité, clairement. Parce que quand tu es entrepreneur, les gens ne se rendent pas compte que tu dois être flexible sur énormément de sujets, que tu peux avoir un impératif, du coup décaler ton travail, etc. Du coup, les enfants, s'ils sont malades, qu'il n'y a que toi pour les garder, tu dois modifier tout ton planning. Et c'est vrai qu'être entrepreneur, du coup, tu dois être constamment sur le qui-vive, sur tes offres, sur du coup comment tu prospectes, sur du coup les retours terrain, sur des fois tu as des périodes un peu plus creuses, un peu plus chargées. Et c'est une discipline mentale, du coup, qu'il faut mettre en place. Et il faut y arriver à s'y tenir.
Ouais, c'est ça, discipline et priorité. Et d'y croire, ouais. De ne pas se laisser... Ne pas s'autodétruire Ouais, et de c'est se dire je vais réussir. On va réussir. Voilà. Les pensées limitantes, C'est ça. on les Exactement oublie. ça. On va partir un peu sur votre zone de génie. Donc on va commencer par Arthur. T'es un petit con, toi. Hein. Ma zone de génie. Ouais, bah toi, pour toi, j'imagine que c'est pas les réseaux sociaux, c'est plus la vidéo. Ouais, mais au-delà de la vidéo, je veux dire. Du coup, j'avais une question, c'est pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une vidéo réussie? Une vidéo réussie, c'est une vidéo qui a transporté la personne de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Comment tu fais? Quel est ton procédé? Non, bah, pour moi, une vidéo réussie, c'est une personne déjà qui a été accrochée de A à Z à la vidéo, et puis surtout qui a raconté une histoire et qui a... Juste ça, juste la personne qui a regardé A à Z, qui a été scotché. Quand tu vas voir un film, tu es scotché de A à Z. C'est un bon film. Toute la partie accroche ou l'histoire qui a fait que tu t'étais accroché dedans de A à Z et que tu es sorti, tu t'es dit putain, j'ai passé un bon moment, je suis content. Et ben c'est l'art de savoir tourner une vidéo et que les gens puissent rester accrochés dessus de A à Z. Oui, créer des émotions. Ouais, c'est ça. De ce que je comprends de ton offre, toi aussi, tu es surtout dans l'authenticité pour les vidéos de mariage. Je veux dire, tu vas voir les invités pour qu'ils puissent se livrer du coup vraiment de manière sincère. Au-delà du storytelling, tu es vraiment aussi dans l'instant, vraiment l'instant capturé. Ouais. Donc pas de faux semblants. Quoi. Mais de toute façon, ça se voit quand c'est semblant, quand c'est maquillé. Bon, après, ça dépend des projets. Mais en général, quand c'est pas naturel, ça se sent et tu sens que ça casse quelque chose. Que quelqu'un qui pleure, tu vas dire oh, je suis bête. Tu vas pleurer aussi. C'est vrai. Non, mais voilà. Ouais, c'est ça ma zone. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une zone de génie. Là, les 3 questions que j'ai, c'est plus en fonction de votre expertise. Toi, c'est de la vidéo. Là, Lucie, c'est de la photo. Et Florian, c'est des réseaux sociaux. Dans la photo, comment est-ce que tu fais pour accompagner tes clients dans leurs projets? Alors, tout dépend des clients. En fait, l'idée, c'est vraiment de m'adapter à la demande et aux besoins. Donc moi, je suis vraiment dans une écoute. C'est mon regard de plasticienne qui m'aide, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de raconter des histoires. J'écris beaucoup autour de mon activité. L'idée, c'est de trouver vraiment la raison, le pourquoi. En fait, on me demande des images, à quoi elles vont servir, quel est le discours qu'il y a derrière, pourquoi la personne a besoin de ces images et à quoi elles vont servir. Quel est le discours auquel elles vont répondre. Et en fonction de ça, eh bien, j'accompagne les clients. Ça peut être dans la posture, dans la création d'une photo LinkedIn, d'un reportage. On vient beaucoup plus me voir pour du reportage que pour du portrait. Alors que quand j'ai commencé, je pensais vraiment me spécialiser dans le portrait parce que j'aime toujours, d'ailleurs, les rencontres, montrer aussi aux gens une autre manière de se regarder, le regard qu'ils ont sur leur propre corps, sur eux-mêmes en fait. Mais finalement, on vient me voir beaucoup pour du reportage. D'où l'adaptabilité, je te disais, du coup. Tu avais une idée au début de ton offre, de comment tu voulais présenter ton art. Oui. Et à chaque fois, tu réorientes, parce que du coup, c'est pas ce qui te convient peut-être le mieux, ce qui est le plus demandé. Oui, ça, et puis pourquoi on choisit moi, en fait. C'est ça. Finalement, ça, il y a une partie qu'on maîtrise et une partie qui est ce que peut-être au niveau du caractère, peut-être au niveau de la personnalité, ce que je dégage et sur lesquels les gens me font plus confiance. Ouais, comment t'es perçu, pourquoi ils viennent pour ça. Ouais. Puis de toute façon, en fonction du moment, c'est ça. Non, il y a 6 mois. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Ça aura toujours évolué, même si il y a quelque chose qui a changé, une petite chose, ça évolue tout le temps, quoi. Ouais, comme les cheveux, ça devient de plus en plus blanc. Tout à fait. Pour toi, Florian, quelle est l'erreur, la première erreur que tu vois chez les entrepreneurs qui justement plombent un peu leur visibilité? Ce que je te disais, c'est justement de l'aspect pédagogique, c'est de se lancer sans comprendre. C'est du coup, quand tu comprends pas ce que tu fais, c'est là où en fait tu vas t'épuiser à être sur des réseaux qui sont peut-être des fois pas pertinents, tu vas communiquer d'une manière qui n'est pas adaptée à ton projet. Et c'est vraiment ça, en fait, la première erreur, c'est de se lancer à l'aveugle, sans comprendre les enjeux, le pourquoi tu fais.
Parce qu'avant de faire, il faut comprendre pourquoi, qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu veux mettre en avant. Il y a vraiment une dimension de préparation dans ta communication. Et c'est là où j'interviens, c'est pour aider les gens du coup à cadrer un peu tout ça, correspondre aux vrais besoins. C'est que je travaille en co-construction pour être au plus près en fait de ce que la personne a besoin et de sa réalité du terrain. C'est que quand tu as des gens qui postent tous les jours sur LinkedIn parce qu'ils ont une certaine maîtrise, ils ont une certaine discipline, tu vois, comme tu disais, c'est pas forcément adapté à l'artisan du coin qui est pas vraiment familiarisé avec les réseaux sociaux ou avec l'informatique en général, où il s'en sort, mais c'est pas ce qu'il affectionne le plus. Donc là où ça va être intéressant, ça va être aussi de travailler sur le concret, sur ce qui est adapté du coup à ta réalité quotidienne. Donc là-dessus, j'ai créé un guide du coup de 108 pages, le guide des bonnes pratiques du web, qui traite de tous ces sujets-là. Donc c'est équivalent en fait à pratiquement un module de formation, c'est une ressource premium, en fait c'est pas juste un PDF de plus. Et je l'ai pensé de A à Z comme un support que tu peux garder sur le côté et pour toujours avoir ton cap. Comme ça, c'est adapté, il y a des conseils du coup sur qu'est-ce qu'une présence web, comment tu travailles tes visuels, comment tu travailles tes réseaux, comment tu fais tes ads, qu'est-ce que tu dois faire pour ton SEO, etc. Et quand tu as du coup une interrogation, que tu veux aller plus loin, tu veux comprendre, et tu le consultes. Donc c'est ça, c'est vraiment cette dimension-là, c'est de comprendre avant d'agir. C'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui va s'épuiser et qui aura des résultats très difficilement atteignables, ou du coup vraiment qui ne va pas décoller, qui va après lâcher l'affaire, et quelqu'un qui comprend et qui va après déployer une stratégie, et là ça fera toute la différence. Il est disponible où ? Juste ici, je l'ai imprimé du coup simplement en tant que support pour montrer. Il est disponible qu'en format digital, donc c'est un e-book. Donc je le propose soit à la vente individuelle, en format package avec du coaching, donc pour aller plus loin et de quoi approfondir les sujets, ou alors pour une prestation par exemple d'un audit, un état des lieux, une stratégie à mettre en place, je l'offre à mes clients. Donc en gage de bonne volonté pour que du coup ils aient toujours un support du coup qui les aidera à aller plus loin, donc qui aborde tous les sujets. Je te filerai les mock-ups. On pourra mettre du coup en image s'il y a besoin. Exactement. Et on vous met le lien en description pour retrouver son guide directement sur son site internet. C'est ça. D'ailleurs, il est bien le mien. Là, il est bien ton guide du mariage. Là, tu peux en parler, mais en avant. Avec le montage, Swan, il va te le Bah oui, recadrer, c'est vrai. pratique. Et j'ai partagé aussi un guide pratique du mariage qui rassemble 50 tips pour les futurs mariés, les amis de mariés ou les témoins de mariés qui sont dans l'organisation d'un mariage et qui se posent 1001 questions. Et je rassemble 50 tips entre la préparation le jour J, les quelques heures avant le mariage, pour rien oublier. Voilà, un tips. J'ai fait un mariage en août 2025, c'était l'année dernière, du coup, en effet. Ils n'avaient pas mis de musique pendant les préparatifs de la mariée. Je leur ai dit, mettez un fond de musique, ça va adoucir l'ambiance, et voilà. Et ils m'ont dit, oh, merci Arthur, on n'aurait même pas pensé à ça jour J. Je lui ai sorti ça juste avant de venir, et voilà. C'est bête, mais... Donc du concret. Et c'est de ça. l'applicable. Exactement. Exactement. Si vous vous mariez cet été, n'hésitez pas à contacter Arthur. Tous les liens sont en description. Comment est-ce que vous faites pour trouver vos clients? Par quel canal vous passez? Et on commence par Lucie. Ok, nice. Essentiellement le bouche à oreille pour l'instant. J'ai un réseau autour de moi qui me permet de travailler via le bouche à oreille. En même temps, ça me permet aussi d'avoir une cible, des personnes qui viennent vraiment pour mon travail avant tout. C'est plus simple parce qu'au moins ils ont vu ce que je fais, et du coup au moment du rendu c'est plus facile pour moi, et à ce stade où j'en suis dans mon entreprise, ça me rassure quand même. Et puis LinkedIn, je pense que LinkedIn pour moi c'est une plateforme parce que je travaille essentiellement avec des professionnels, pas parce que je me ferme aux particuliers, mais plus je pense que c'est le public qui est plus sensible à mon travail. Donc je travaille aussi bien avec des structures culturelles pour mon côté artistique. Donc, je réponds à des appels d'offres sur des résidences d'artistes, je monte des expositions, mais aussi avec l'aspect plus business. Là, ça va être plus des entreprises qui vont avoir besoin de mon regard pour des événements. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Symboliste. Ils ont organisé une soirée pour leur lancement avec énormément de partenaires, et c'était hyper intéressant. C'était sur l'intelligence artificielle, et donc il y avait plein de boîtes qui travaillent dans ce domaine.
Ils m'ont invité à venir prendre des images de cette soirée. Pour l'instant, c'est principalement de la recommandation et du réseautage en vrai, quoi, du coup, notamment à la Halle de l'Emploi. J'ai rencontré pas mal de personnes, et dont mes premiers clients. À l'heure où on se parle, du coup, la vidéo où on la tourne, je suis en train de faire une refonte de mon site internet, de mes réseaux. Donc je pense qu'au moment de la diffusion, ce sera un très bon canal d'acquisition, parce que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Du coup, je le fais pour les autres, mais pour moi, j'avais pas le temps de m'en occuper. Et là, je prends ce temps pour moi. Clairement, du coup, je me dis au bout d'un moment, il faut aussi savoir prendre soin de son business. Hein, du coup, donc c'est un canal d'acquisition primordial pour moi. C'est si je veux montrer aux autres comment être visible, il faut que moi-même je sois irréprochable là-dessus. Donc, je pense qu'au moment de la diffusion, tout sera carré, tout sera fini. Il y aura une communication qui sera bien déroulée. Mais pour l'instant, c'est principalement physique. Et j'espère, du coup, donc là, au moment de la diffusion, qu'on sera bon là-dessus. Alors, c'est comme tout le monde, c'est LinkedIn, principalement LinkedIn. Enfin, en tout cas, tous mes clients que j'ai eu en 2025. C'était sur du coup LinkedIn, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et après, je bouge pas mal, c'est-à-dire que je vais me balader dans différents clubs d'affaires, des réunions un petit peu partout, dès que je peux, dès que je sens qu'il y a du potentiel, ou en tout cas il y a ma cible qui est là-bas, j'y vais et j'essaie de faire en sorte qu'on m'entend en fonction du discours que je peux avoir. Mais principalement, en fait, c'est LinkedIn, c'est une mine d'or parce que en se connectant avec les gens, en échangeant avec eux sur les posts, en essayant de créer une relation, on se rend compte qu'on peut vraiment faire plein de choses et qu'on peut avoir de belles opportunités. Et je compte sur mon site depuis 3 semaines pour avoir plus de mariages et plus de potentiels projets corporate. Est-ce que vous avez une anecdote particulière dans laquelle vous êtes fier ou à raconter Justement, il y a une anecdote que j'aime bien raconter, notamment à la Halle de l'Emploi lors des cafés réseautage. C'est une de mes toutes premières expériences quand je me suis lancée en tant que photographe en auto-entreprise. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une grosse entreprise pharmaceutique. Et donc, j'étais hyper contente parce que c'était des très gros clients, avec un gros projet de photos pour refaire les portraits LinkedIn. Donc, j'étais à fond et je m'étais dit, ça va être une super opportunité. Et finalement, ça a été les clients les plus difficiles que j'ai jamais eus de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il y a eu plusieurs choses. Déjà, ils avaient énormément discuté les prix. Il y avait beaucoup d'images à faire sur un temps court, où il fallait que j'y aille plusieurs fois. J'ai très vite senti qu'il fallait que j'écrive tout, en fait, que tout soit bien notifié pour qu'on puisse avoir une trace. Et finalement, en faisant le bilan, je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup plus de temps dans les échanges de mails à essayer. Ils ont essayé vraiment de gratter sur un peu tout, notamment sur les droits à l'image, mes droits d'auteur, etc. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à défendre mon travail plutôt qu'à prendre des photos. L'avantage de ça, c'est que ça m'a permis de décrire 2 pages de conditions générales de vente qui sont hyper avec tout dedans. Donc ça, merci à eux pour ça, parce que comme ils sont allés bien fouiller dans toutes les sous-lignes, et voilà, ça m'a permis d'être sûre de moi, d'être carré là-dessus. Mais ça m'a aussi, je me suis dit aussi, tiens, les entreprises, oui, mais pas dans n'importe quel cadre. Et c'est pas parce que je débute dans l'entrepreneuriat que, en fait, il faut accepter toutes les prestations, parce qu'en fait, finalement, c'était une prestation qui me ressemblait pas. Et là, le client était venu chercher du prix plutôt qu'un choix vraiment vers moi, en fait. Ouais, plutôt négatif. Je me suis dit, ah ouais. En fait, je pense que la clé, c'est quand on se dit, ouais, mais ça fait des sous. Ouais, mais non, en fait. Dans ces cas-là. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux, des fois, pas y aller, en sachant qu'il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir quand même si ce n'est pas le lendemain, le surlendemain, mais il y a toujours une opportunité qui va arriver. Ça permet de se recentrer et d'être sûr de sa propre valeur aussi, quoi, à travers ça. Je ne sais pas si vous êtes aligné avec ça, ou si vous avez eu des expériences un peu similaires. Des fois, on dit oui, mais... On y va en reculant. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. C'est bête, c'est pas un mariage, c'est un anniversaire de mariage.
Je dis ça, c'est parce que j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui voulait un vidéaste pour son anniversaire de mariage. Et en fait, quand j'essayais de programmer un appel, j'essaie d'avoir pas mal d'infos. Et dans les infos, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas, je le sens pas. Du coup, j'ai pas mis fin, mais voilà. J'ai laissé comme ça. Mais à part ça, en corporate, c'est un truc qui me... En anecdote, moi j'ai enchaîné les 3 premiers clients que j'ai eus, c'était les mauvais clients. Donc, le premier où t'arrives, c'est ça, tu fais la presta, la personne vient sans moyen de paiement, essaie de te gratter le truc et tout, t'es obligé d'aller chez elle pour avoir un chèque, encore tu vois, c'est... tu cesseras, tu l'encaisses pas avant un mois, machin et tout, enfin donc le truc compliqué pour ta première vraie presta. Un an et un jour, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Le deuxième, c'est le devis qui est signé, tu lui envoies le support et la personne disparaît, elle te ghost. Complètement, du coup elle répond plus jamais, tu dois faire des relances, et ouais je sais, j'ai déconné, je te recontacte bientôt, tu relances encore 2 fois et tout, plus jamais de nouvelles. Et au niveau du prix, tu fais ça me coûtera plus cher de faire les mises en demeure, les machins et tout ça, plutôt que... donc tu laisses tomber. Et là dernièrement, du coup, donc super prestation, ça se passait bien, la personne me verse du coup la moitié du coût de la somme dès le début, tu vois. Bonne indice de confiance, je fais toute la presta, la personne elle est bien classée sur Google, même sans site internet, je lui ai fait une super présence et tout, et après il paye plus. T'essaies de proposer du coup des choses, un échéancier, je lui fais déjà un report d'1 mois, tu vois. Je suis humain, je comprends, du coup on peut tout ça un problème de trésorerie, donc t'accordes un délai d'1 mois. La personne dit c'est toujours galère, tu lui proposes un échéancier, ouais, un peu quand je peux, peut-être 50 balles par mois par-ci, machin, tu fais non, on va essayer de cadrer un truc, on redonne une date, la personne n'honore pas le rendez-vous téléphonique, elle répond plus au SMS, elle répond plus au mail, tu lui envoies du coup un courrier recommandé, elle répond plus. Donc maintenant c'est la jonction de payer au tribunal. Donc voilà, les premières expériences et les 3 premières mauvaises. Ça forge le caractère. C'est ça, du coup, tu apprends déjà que tu n'envoies plus tes supports sans être sûr, sans être payé avant déjà, tu vois, au moins un acompte. Donc maintenant, tu fais plus du gratuit, je fais confiance à tout le monde aveuglément, tiens, je te file tout et puis on voit après. Non, tu cadres, tu apprends à cadrer du coup aussi tes prestats, parce que c'est ta posture de chef d'entreprise qui est en jeu aussi. Tu apprends du coup des fois quand tu peux laisser couler, d'autres fois où il faut défendre aussi du coup ta posture entrepreneuriale, où là, tu vas au bout des choses. Donc ça forge le caractère. Quelle est la suite que vous voyez pour votre entreprise? Ce serait me diriger aussi un peu plus vers le volet formation. Donc, j'étais censé faire de la formation pour lancer un centre. Du coup, donc là, ils sont en petite restructuration, donc il faut voir comment ça va se passer. Mais ouais, vraiment, du coup, être en formateur occasionnel pour approfondir sur des groupes plus importants. Donc, pour transmettre, on va dire encore plus, du coup, les clés de compréhension. Donc, vraiment axer un peu plus sur ce volet-là aussi par la suite. Pour 2026 et 2027, j'aimerais vraiment participer à plus de résidences d'artistes. Ça, c'est les choses sur lesquelles je me concentre et je mets mon énergie sur cette partie-là. Et ensuite, continuer d'accompagner des entreprises dans l'image, quoi. Vraiment, l'aspect reportage, ça me plaît bien. Me dire que je fais du reportage sur les entreprises du Nord. Quand tu dis résidence d'artiste, t'entends quoi par là? En fait, quand on est plasticien, il y a une partie où on répond à des appels à projets. Dans ces appels à projets, il y a des résidences. Et donc, c'est soit résidence de production ou résidence de recherche. Il y en a d'autres, mais c'est les principales. Et en fait, tu es payé pour réaliser un projet pendant un temps donné. Ou pour travailler sur un projet. Alors, souvent, il y a... Pour la production, il y a une exposition à la fin. Voilà. Et sur la recherche, ça va être plutôt d'organiser des formations autour de ce que tu fais, en fait. Ok. Parce que moi, quand j'entendais ça, c'était... imaginons, il y a un groupe de musique qui sort un album. Avant de se partir en tournée, ils sont en résidence pour répéter toute la partie scénographie de leur concert. Et du coup, c'est à ce moment-là où... Non? Oui, c'est un peu la même chose, mais pour les arts plastiques. Okay. Alors, par exemple, au lieu d'être avant un concert, du coup, c'est avant l'exposition. Donc, ça va être vraiment la production d'œuvres. Dans le cœur de... Ouais. Ok. J'irais plus dans l'accompagnement, parce que là, à l'heure actuelle, j'ai surtout fait des prestations one-shot. Ouais, moi, d'ici 1 an ou 2, je me vois surtout dans l'accompagnement ou du coup accompagner des entreprises sur la durée pour de la création de contenu. Là où il y a vraiment de la récurrence et c'est là où on peut vraiment performer et faire en sorte que l'entreprise
dégagent le maximum de valeur sur leur réseau. Ce qui correspond tout à fait à ton besoin de voir construire quelque chose, voir pousser du coup. Exactement. Voilà. Attention. Merci déjà à vous trois de participer dans l'émission et de me suivre sur Horizon Podcast. Sur la folie d'Horizon Podcast. Exactement. On vous met en description tous les liens. Donc vous allez pouvoir retrouver le guide des bonnes pratiques et le guide du mariage en description. Également, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez laisser un commentaire pour réagir à l'émission, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission ou nous proposer une suggestion pour la suite. Et nous, on se dit à bientôt dans un prochain épisode.